Bienvenue sur Tsunami IA, le podcast dédié à la déferlante de l'intelligence artificielle. Je suis Dimitri, votre hôte, et avec l'aide de mes assistants IA, Josh et Juniper, nous allons naviguer ensemble à travers cet océan de changements technologiques. Si vous aussi vous avez le sentiment qu'il y a un changement majeur sur lequel il faut réfléchir et s'informer, ce podcast est fait pour vous. Nous explorons, nous décryptons et surtout nous essayons de surfer sur cette immense vague de transformation que l'IA apporte à notre société. Durant chaque épisode, nous plongerons dans des sujets d'actualité, nous discuterons parfois avec des experts pour vous donner les outils nécessaires pour embrasser cette révolution. Est-ce que vous êtes prêts à plonger avec moi ? Alors cette semaine, on parle du Netflix de l'IA, d'une fuite de données chez OpenAI, de l'élection de Miss IA, et on va commencer d'abord par parler d'un projet confidentiel qui pourrait remplacer ChatGPT. Mais avant tout ça, comme d'habitude, je vous remercie de nous rejoindre pour cet épisode de cette semaine. Alors, comme vous le voyez, je vais faire des épisodes tout l'été. Il y a pas mal de podcasts qui sont un petit peu en pause sur cette période, mais moi, j'ai décidé de continuer le podcast et de vous délivrer du coup un épisode par semaine. Même voilà, si effectivement, comme tout le monde, j'ai une petite période où je suis en vacances. Donc c'est pour ça que je suis sur un setup un petit peu différent et que je vais sûrement faire des épisodes un peu plus courts, mais je voulais que vous ayez votre dose d'IA et surtout, moi aussi, je voulais avoir ma dose d'IA en continuant à suivre cette actualité parce que c'est pas parce que c'est l'été qu'il ne se passe rien et vous allez le voir avec cette semaine puisqu'on a pas mal de petites choses qui arrivent. Et donc avec cette première nouvelle qui concerne OpenAI qui travaille sur un nouveau projet intitulé Strawberry qui vise à améliorer les capacités de raisonnement de ces modèles d'intelligence artificielle selon des documents internes et une source qui serait bien informée. Donc ce projet, gardé secret au sein de l'entreprise, ambitionne de permettre aux IA de planifier et de naviguer sur Internet de manière autonome pour effectuer des recherches approfondies. Le projet était initialement connu sous le nom de QStar. Donc QStar, c'est Q avec une petite étoile et on en avait parlé dans les podcasts précédents. Il y avait eu une petite rumeur effectivement sur ce projet qui, a priori, avait déjà démontré des très bonnes capacités de réflexion, notamment sur des problèmes mathématiques. Et donc maintenant, ce projet, il serait renommé Strawberry avec pour objectif justement de mieux gérer la navigation sur Internet. Et pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, tout simplement, aujourd'hui, quand vous posez des questions à ChatGPT, il n'a pas forcément la véritable capacité d'aller chercher toutes les données sur Internet. Pourquoi ? Parce que déjà, les sites Internet peuvent tout simplement interdire les robots sur leur site. C'est quoi un robot ? En fait, c'est tout simplement un programme qui va de façon automatique aller récupérer les informations qui sont sur une page web. Et ça, en fait, c'est quelque chose que les sites Internet peuvent tout simplement décider de bloquer. Un site comme Le Monde, par exemple, il va interdire que justement des outils comme ChatGPT aillent récupérer les informations directement sur son site, sauf s'il y a un partenaire et des autorisations, des choses qui permettent derrière d'utiliser ces données-là. Mais sinon, de base, ChatGPT, il n'est pas capable de vraiment faire ce travail. Il va chercher quelques sites, mais pas tous les sites. Et c'est pour ça que souvent, j'avais eu justement un commentaire d'une personne qui me disait qu'il ne comprenait pas, il posait la question à ChatGPT pour l'aider sur, je crois que c'était la documentation sur Make, donc Make qui est un outil d'automatisation. Mais en fait, cette documentation, si elle n'a pas été directement dans les données d'entraînement de ChatGPT, ChatGPT il n'est pas capable d'aller la chercher. Il faut qu'on lui récupère toutes ces données d'instructions, de manuels et autres, qu'on lui donne pour qu'ensuite il soit capable de nous expliquer « Ok, ça peut fonctionner comme ça, comme ça, comme ça ». Sinon, si ça n'a pas été dans son modèle d'entraînement ou que c'est pas quelque chose qui est sur un site internet sur lequel il peut avoir un accès, il sera jamais capable de nous répondre. Et c'est pour ça que des fois, on a l'impression qu'il nous fait des réponses qui sont très bien et très intelligentes et que des fois, on a l'impression qu'il est complètement à côté de la plaque, qu'il commence à nous inventer des choses, puisque encore une fois, les large language models, ils peuvent très rapidement halluciner s'ils n'ont pas l'information et commencer à nous faire de la prose en nous expliquant que le logiciel va marcher comme ça, ou en tout simplement en travaillant sur des champs de probabilité où ça va ressembler à ce qui pourrait être le cas, mais c'est pas vraiment la documentation qu'on lui demande. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose à garder en tête. Pour l'instant, ChatGPT, si vous voulez qu'il vous aide sur un sujet bien spécifique, sur un site internet auquel il n'a pas accès, la première chose à faire, c'est d'extraire toutes ces données-là, de les copier-coller, de les récupérer même en HTML. Il sera capable de comprendre la page dans le langage HTML, mais en tout cas de lui donner ces données pour qu'il puisse aller récupérer l'information. Sinon, de base, il va vraiment pas en être capable. Donc ça, justement, l'intérêt de ce modèle, c'est qu'il serait capable de le faire en toute autonomie. Et donc, j'imagine en utilisant une autre technique qui ne ferait pas passer le large language model comme un robot et qui pourrait lui permettre d'accéder à n'importe quel site internet, ce qui serait un véritable, je pense, game changer. Ça changerait pas mal de choses. Alors aujourd'hui, on a le modèle Perplexity
qui est quand même vraiment pas mal sur la partie recherche sur Internet. Mais c'est pareil, il a un peu le même défaut, c'est que Perplexity, aujourd'hui, il n'est pas capable d'aller chercher sur tous les sites, mais il a vraiment, par contre, cette capacité de décomposer la tâche en plusieurs sous-tâches, en fait. Et ça, c'est un petit peu ce qu'on appelle les agents. Mais je pense que j'essaierai de faire un épisode dédié avec quelqu'un qui est un petit peu expert dans ce domaine-là, ce serait vraiment intéressant. On en parle beaucoup en ce moment des agents d'intelligence artificielle. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un agent ? C'est qu'il va justement être capable de prendre une tâche un peu complexe, de la découper en sous-tâches plus simples, pour justement ensuite suivre la tâche étape par étape et répondre à un problème un peu plus complexe justement en ayant découpé cette tâche en plein de petites tâches. Ça, aujourd'hui, quand vous demandez quelque chose d'un peu trop compliqué à un large language model, que ce soit ChatGPT ou Claude ou autre, il va pas être capable vraiment de vous faire une réponse parce qu'il va avoir besoin justement de découper cette grosse structure en plusieurs tâches, et c'est souvent une des choses qui vous permet aujourd'hui de faire des choses un peu plus avancées sur les large language models, c'est de découper justement quelque chose de très complexe en petites sous-tâches. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille quand vous voyez que vous n'avez pas des bonnes réponses de la part de l'IA, il faut essayer de découper, de lui dire, par exemple, si vous voulez faire un grand article, découpe-moi d'abord, fais-moi d'abord un plan, donne-moi toutes les parties. Maintenant, on va commencer par écrire le premier paragraphe, l'introduction, la conclusion, etc., pour le faire développer les choses petit à petit. Si vous lui demandez d'un seul coup de lui faire un grand article sur un sujet bien spécifique, il va vous faire un truc un peu bâclé entre guillemets, qui va pas être très profond, alors que si vous essayez de découper cette tâche en plusieurs sous-tâches, vous allez avoir un bien meilleur résultat. Donc voilà, c'est un petit peu ce que a priori QStar serait capable de faire, enfin du coup maintenant renommé Strawberry. Donc on attend de voir un petit peu ce que tout ça donne, hein. Mais bon, pour l'instant ce n'est qu'à l'état de rumeur, hein. Et en plus de ça, même si demain on pourra avoir des premières annonces de OpenAI, maintenant on sait qu'ils ont tendance à annoncer les choses des fois très en avance, bien plus en avance que quand elles n'arrivent, hein. C'est un petit peu ce qui s'est passé avec GPT-4o. On attend toujours la voix qui arrive sur ce modèle, qui finalement devrait arriver plutôt cet automne. Mais elle avait été annoncée, je crois que ça fait déjà 2 mois maintenant, où ils avaient dit que ça arriverait dans quelques semaines. Et au final, on va devoir attendre plusieurs mois avant que le modèle ChatGPT-4o arrive vraiment avec la partie voix. Et ça, je pense que c'est aussi lié au fait que ils sont en train de préparer probablement toute l'infrastructure que ça va demander, puisque dès que ce modèle va arriver, il va demander énormément de ressources pour fonctionner. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'utilisateurs qui vont travailler dessus. En plus de ça, ils ont aussi leur partenariat avec Apple et le Apple Intelligence qui devrait arriver. Pareil, plutôt a priori en début d'année 2025. Pour l'instant, malgré le fait que les bêtas soient sortis sur Apple Intelligence, pour l'instant, personne n'y a accès. On a les bêtas, les dernières bêtas de iOS 18 qui sont sorties, mais la partie Apple Intelligence, elle n'est toujours pas accessible. Et a priori, elle devrait arriver plutôt début d'année 2025 et encore une fois, uniquement en anglais. Donc c'est des choses qui sont annoncées, mais à chaque fois, il faut être un petit peu patient. J'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui se passe avec ces grandes sociétés. Elles ont tendance à annoncer les choses très en avant, faire des grandes conférences grandiloquentes, et puis derrière, on peut attendre très 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 longtemps avant d'effectivement avoir un accès à toutes ces technologies. Donc ensuite, la news suivante qui nous parle d'une étude qui révèle que l'IA simule la créativité individuelle mais diminue celle du groupe. Donc c'est une étude récente menée par Anil Doshi et Olivier Hausser, qui a été publié dans Science Advance et qui explore l'impact de l'IA sur la créativité. Les chercheurs ont constaté que l'IA aide les personnes moins créatives à écrire des histoires plus originales, mais réduit la diversité créative globale. L'étude impliquant des centaines de participants écrivant des histoires courtes a révélé que ceux ayant des scores de créativité faibles bénéficient de l'aide de l'IA, tandis que ceux avec des scores élevés voient peu ou pas d'avantages. De plus, les histoires générées avec l'aide de l'IA étaient plus similaires entre elles, soulevant les inquiétudes sur la diversité créative à long terme. Les chercheurs appellent à une évaluation rigoureuse de l'IA pour préserver la diversité des idées créatives dans divers domaines artistiques. Donc voilà, c'est assez intéressant de voir que l'IA, elle a un petit peu cet effet de grand égalisateur, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas très bon dans un domaine, l'IA va vraiment permettre de vous aider et de vous booster et d'arriver à un bon niveau. Mais si vous êtes déjà très 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 fort dans un domaine, que vous êtes expert dans un domaine, surtout un domaine lié à la créativité ou à des tâches assez complexes, on est encore très loin du compte. L'IA n'est pas encore capable de rivaliser avec l'humain, et elle peut même introduire des défauts, comme là, on l'a vu avec des biais où au final, l'IA va avoir tendance à faire des choses assez similaires, et on va avoir au final une perte en créativité. Mais si on regarde, on a la même chose avec l'IA en termes de génération d'images, avec Midjourney par exemple. Les images qu'on crée, elles sont vraiment très impressionnantes, mais à côté de ça, si on prend un graphiste expert, il sera toujours capable de faire des images de meilleure qualité. Et surtout, elles ont tendance à avoir un style qui souvent est un petit peu similaire, et nous ressortir un petit peu toujours la même chose. Même si on peut essayer de travailler les prompts pour avoir des choses un peu différentes, à la fin, on va quand même avoir des choses qui ont souvent le même style.
et retrouver une patte, on pourrait dire, créative de ce modèle d'intelligence artificielle. Et c'est pour ça aussi que c'est des fois intéressant d'utiliser plusieurs modèles, puisque chaque modèle a un petit peu son style. Typiquement, si vous avez essayé un petit peu Claude là, avec la dernière version 3.5, qui est maintenant récemment accessible gratuitement, que je vous conseille d'aller voir, ou encore une fois Gemini 1.5 Pro, pareil, qui est disponible gratuitement via le Google AI Studio, ou encore une fois ChatGPT 4 qui est encore une fois disponible gratuitement. Donc voilà, je vous conseille en tout cas de tester un petit peu toutes ces IA. Vous allez voir qu'elles ont quand même toutes des points forts et des points faibles, et des styles un petit peu différents. Et voilà, on voit que ça se révèle aussi dans des recherches. Ensuite, on a une news qui concerne Google, avec des chercheurs de Google qui ont créé une carte extrêmement détaillée d'1 mm3 de tissu cérébral humain. Donc 1 mm3, pour vous donner une idée, c'est la moitié de la taille d'un grain de riz, même pas. Hein, c'est vraiment 1 mm par 1 mm par 1 mm, donc c'est vraiment très très petit. Et donc ça, ils ont tout simplement recréé l'ensemble des neurones qui sont dans 1 mm3 pour justement simuler et voir comment ces neurones interagissaient ensemble pour mieux comprendre comment le cerveau fonctionne. Et donc pour faire ça, ils ont utilisé 1,4 pétaoctets de données. Donc 1 pétaoctet, c'est 1000 téraoctets. 1 téraoctet, c'est 1000 gigaoctets. Donc on parle là de quantité de données qui commence à être assez astronomique. Pour justement montrer des neurones individuels, bien que cette portion soit infime, elle a conduit à des découvertes surprenantes comme des neurones formant des nœuds géants, phénomène jamais observé auparavant. Donc on avait des neurones qui travaillaient ensemble pour faire des espèces de nœuds géants, et ça c'est ce genre de phénomène, ça n'a jamais pu être observé avant d'avoir ce type de simulation. Donc cette initiative, elle s'est inscrite dans le projet Connectomics de Google, visant à cartographier les connectomes, les réseaux neuronaux du cerveau, étant donné que cartographier un cerveau humain entier nécessiterait un zeta-octet. Donc si on voulait essayer de faire une cartographie complète du cerveau, donc reproduire complètement, simuler le cerveau humain dans un ordinateur, il nous faudrait plusieurs zeta-octets. Et donc un zeta-octet, qu'est-ce que c'est ? Donc, dans l'ordre, comme je disais tout à l'heure, on a les téraoctets, donc ça c'est quelque chose qui est accessible aujourd'hui. Ensuite, 1000 téraoctets, on arrive au pétaoctet, ça commence déjà à être des très grosses quantités de données. 1000 pétaoctets, on arrive au hexaoctet, donc c'est encore 1 fois 1000. Et si on fait encore fois 1000, là on arrive aux zétaoctets. Et donc pour justement réussir à simuler un cerveau humain, il faudrait plusieurs zétaoctets. Donc on est sur des quantités qui sont hyper impressionnantes. Pour vous donner une idée, je suis allé un petit peu voir à quoi ça a ressemblé ce genre de taille de données. En 2024, le nombre d'informations générées dans le monde entier, donc tout ce qui est sur Internet, etc., ça représente 147 zétaoctets. Et donc pour cartographier un cerveau humain, il faudrait justement de l'ordre de quelques dizaines de zétaoctets. Donc ça vous donne une idée. Donc c'est ce qui, pour juste recréer un cerveau humain, il faut en gros toute la quantité de données qui est générée en 1 an aujourd'hui actuellement. Sachant que, pour vous donner une idée aussi de l'évolution que la quantité de données créées, de l'augmentation de la quantité de données créées chaque année, il y a 10 ans, en 2014, c'était seulement 12 zétaoctets qui étaient générés à l'échelle du monde entier, alors que cette année, là, aujourd'hui en 2024, on en est à 147 zétaoctets. Et donc là, on parle de données générales, juste ce qui est créé sur une année. Donc vous voyez qu'on a fait plus que x10, qu'il y a vraiment une exponentialité. Et c'est vrai que souvent, on s'en rend pas trop compte. On se dit, il y a 10 ans, on avait déjà quand même pas mal de choses. Il y avait déjà des smartphones, il y avait déjà de la vidéo numérique, il y avait déjà pas mal de choses qui étaient déjà ici, Internet et autres. Mais les choses continuent d'évoluer très rapidement. Et quand on commence à prendre des chiffres comme celui-ci, le nombre de données qui sont générées chaque année, on se rend compte qu'il y a une véritable exponentialité et qu'on est passé de 2014 à 12 zétaoctets à aujourd'hui 147 zétaoctets. Donc c'est très très intéressant. Et à côté de ça, donc les chercheurs se servent de toutes ces nouvelles capacités pour continuer à mieux comprendre certaines choses, et notamment le cerveau humain. Et donc juste pour finir sur cette news, l'objectif qu'ils essaient de faire, c'est de simuler un cerveau plus simple que celui du cerveau humain, comme celui de la souris, pour justement mieux comprendre comment le cerveau peut marcher. Et ces modèles de simulation tout simplement de cerveau pourraient derrière aussi nous permettre de, je pense, améliorer les intelligences artificielles.
en justement réutilisant peut-être des mécaniques qu'on découvrirait sur ces grandes simulations de cerveau pour justement les réutiliser derrière dans des projets d'intelligence artificielle. Donc c'est hyper intéressant. Je trouve que vraiment Google, sur la partie recherche, ils sortent vraiment des choses vraiment très très impressionnantes. Donc on verra un petit peu comment toutes ces recherches finiront par aboutir sur des usages pratiques dans la vie de tous les jours. Mais chaque semaine, enfin quasiment, ils nous démontrent avec leurs chercheurs des nouvelles choses sur la partie médicale, sur la partie avancée de l'IA générative et autres. Et là, c'est une autre avancée assez impressionnante. Donc ensuite, on a une news qui concerne Dreamflare AI, qui a été confondée par l'ex-Googler, donc ex-employé de Google, qui s'appelait Josh Liss, et qui est le réalisateur de documentaire Rob Braver. Et donc, il lance une plateforme qui est un studio pour aider les créateurs de contenu à produire et monétiser des vidéos courtes générées par l'IA, utilisant des outils tiers comme Runway, Midjourney, Dreamflare, etc. Donc, ce qu'il propose justement, c'est de faire des histoires entièrement générées par IA, mais aussi des histoires où la personne peut interagir avec l'histoire en décidant justement de comment les personnages vont évoluer, etc. Et donc, c'est un petit peu le Netflix de l'IA, c'est ce qui pourrait remplacer peut-être un jour Netflix. Aujourd'hui, forcément, la qualité qu'on a de génération de vidéos avec l'IA, elle n'est pas exceptionnelle, mais c'est des choses qui ne vont faire que progresser. Et donc là, leur plateforme, elle a pour but de mettre en avant ce type de contenu. Et moi, je pense que l'un des intérêts qu'on va avoir avec ce type de contenu, c'est qu'on va pouvoir interagir avec ce contenu justement pour faire des choix sur l'histoire, etc. Et en ayant du coup une histoire qui soit un petit peu adaptée, un petit peu différente en fonction de les choix qu'on a fait. Et il y a un côté où ça va se rapprocher peut-être de ce qu'on a pu voir dans certains jeux vidéo où on peut prendre différentes décisions, avoir différentes fins, etc. Sauf que là, vu qu'il y aura une partie toute générée par l'IA, peut-être qu'on pourra avoir une infinité de scénarios avec des subtiles différences. Et donc, je pense que ça va ouvrir un nouveau pan de nouveaux médias où on va avoir des médias interactifs où l'intelligence artificielle va nous permettre justement de générer ces médias un petit peu de façon différente. Donc, on verra un petit peu ce que ça donne, même si pour l'instant, on n'en est qu'au balbutiement. La prochaine news concerne un récent piratage chez OpenAI, donc bien que limité à un forum de discussion interne, donc ce serait juste uniquement une petite partie d'un forum de discussion interne qui aurait été piraté. Ça nous rappelle quand même que les entreprises comme OpenAI et toutes les autres entreprises d'IA sont vraiment des cibles de choix pour les hackers en ce moment. Donc les données sensibles détenues par ces entreprises telles que les ensembles de données de formation de haute qualité, les interactions massives avec les utilisateurs et des données clients sont extrêmement précieuses. Les ensembles de données de formation souvent secrets nécessitent des heures de travail humain et sont cruciaux pour développer les modèles d'intelligence artificielle, ce qui fait forcément que ces entreprises sont un petit peu des cibles idéales pour les hackers, même si forcément elles essayent de faire très attention à la partie cybersécurité. Il peut toujours y avoir des problèmes. Et voilà, là notamment c'est ce qui s'est passé. Donc a priori aucune donnée personnelle n'aurait fuité, aucune donnée d'entraînement n'aurait fuité, mais c'est ce qui me fait aussi à chaque fois vous dire que quand vous utilisez l'intelligence artificielle, faites quand même attention aux données que vous donnez à l'intelligence artificielle, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un piratage ou même tout simplement d'un usage abusif de la part de ces entreprises qui pourraient utiliser vos données pour entraîner leur modèle ou autre, puisque c'est vrai que c'est toujours difficile de savoir exactement ce qu'elles ont fait et de comment elles ont entraîné leur modèle, et derrière ça pourrait causer des soucis. La prochaine news, plutôt côté économie, elle concerne SoftBank qui a officiellement acquis Graphcore. Donc c'est une entreprise britannique spécialisée dans les puces d'intelligence artificielle. Et donc les détails financiers de l'accord n'ont pas été exactement révélés, mais les rumeurs ont évoqué un montant qui serait autour des 500 millions de dollars. Donc le PDG de Graphcore, Nigel Toon, il a fondé cette entreprise en 2016 à Bristol, et cette entreprise, elle a développé des processeurs uniques pour l'IA, distincts des GPU de Nvidia. Mais elle a récemment rencontré des difficultés financières. Donc cette acquisition intervient après une période de négociation et d'approbation réglementaire déjà obtenue aux États-Unis. Et ailleurs, SoftBank voit ces acquisitions comme une étape clé pour renforcer ses ambitions dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc quel est l'intérêt d'acquérir une entreprise comme Graphcore ? Graphcore, ils font des processeurs qui sont dédiés au calcul de l'intelligence artificielle, un petit peu comme l'entreprise Grok dont on a déjà parlé. Et donc, ces processeurs, ils sont capables de uniquement faire du traitement d'intelligence artificielle de façon très optimisée, et ils ne travaillent pas comme des processeurs graphiques qui sont capables de faire plein de types de calculs différents. Là, ceux-là, ils sont uniquement spécialisés dans l'intelligence artificielle, ce qui en fait des processeurs assez intéressants. Donc ensuite, on a la prochaine news qui concerne l'AIA Act, donc c'est la réglementation européenne
basée sur les risques pour les applications d'intelligence artificielle. Elle a été publiée officiellement dans le journal du bloc. Donc ça veut dire que la loi entrera en vigueur le 1er août 2024 et elle sera pleinement applicable d'ici mi-2026. Donc le cadre impose différentes obligations aux développeurs d'IA, selon les cas d'utilisation et les risques perçus. Les utilisateurs jugés à haut risque, tels que la biométrie ou l'application de la loi, doivent respecter des normes strictes en matière de qualité des données et de lutte contre les biais. Les cas d'utilisation interdits incluent le scoring social, de type chinois, et la reconnaissance faciale en temps réel par les forces de l'ordre, sauf certaines exceptions. Donc les premiers délais incluent l'application des interdictions 6 mois après l'entrée en vigueur, suivi par des codes pratiques en avril 2025 et des exigences de transparence pour les modèles IA polyvalents en août 2025. Donc on verra un petit peu si ça aura un gros impact sur les grandes sociétés qu'on connaît qui utilisent l'intelligence artificielle aujourd'hui. Mais je pense que ce ne sera pas forcément le cas, parce que c'est vrai qu'il y avait plutôt une cible sur ce qui pouvait poser des risques, comme tout ce qui était lié à l'identification de personnes, la biométrie, etc. Donc je ne suis pas sûr que ça ait un gros impact sur les entreprises d'IA générative, comme OpenAI ou autres, qui devraient finalement ne pas être énormément impactées par cet AI Act. Donc ensuite, on a une news qui concerne Amazon avec l'annonce de son assistant de shopping alimenté par IA nommé Rufus. Donc il est désormais disponible pour tous les clients aux États-Unis via l'application mobile Amazon. Et donc, qu'est-ce qui permet de faire Rufus ? Il aide les clients à trouver des produits, à effectuer des comparaisons et à obtenir des recommandations d'achat. Donc, il a été initialement lancé en version bêta pour un groupe restreint de clients et il a été testé sur des dizaines de millions de questions. L'assistant utilise un modèle de langage interne spécialisé dans le shopping, s'appuyant sur le catalogue de produits Amazon, les avis de clients et des informations trouvées sur le web. Les utilisateurs peuvent poser des questions spécifiques sur les produits ou demander des suggestions pour des tâches comme démarrer un jardin d'intérieur. Rufus peut également fournir des informations sur les tendances de la mode et les dernières technologies et aider les clients à suivre leurs commandes passées et actuelles. Donc je me demande un petit peu ce que Rufus va donner. Donc on va attendre un petit peu d'avoir les retours de comment ça se passe aux États-Unis, mais c'est intéressant d'avoir cet assistant IA. Maintenant, moi je pense qu'il risque d'y avoir des erreurs avec cet assistant. On n'oublie pas que les large language models, ils peuvent faire des erreurs, et je me demande justement comment Amazon réagira. Si vous posez une question à Rufus et qu'il vous conseille quelque chose qui est complètement à côté de la plaque, est-ce que vous pourrez éventuellement demander un retour à Amazon ? Je ne sais pas exactement quelle sera la politique d'Amazon sur ce sujet, mais voilà, c'est intéressant de voir que Amazon intègre ce genre d'assistant, tout simplement pour que vous passiez plus par leur site et pour vous faciliter aussi l'acte d'acheter. Donc on verra aussi quand est-ce que ce genre d'outil arrivera en Europe. Donc ensuite, la news suivante concerne un robot de Google DeepMind qui a présenté une démonstration robotique utilisant l'IA générative. Donc c'était un robot qui était équipé de Gemini 1.5 Pro. Et dans une série de vidéos, ils ont montré que les robots étaient capables de se déplacer tout simplement dans les bureaux en répondant à des questions, par exemple comme emmène-moi à un endroit pour dessiner. Et là, à ce moment-là, le robot était capable d'amener la personne vers un tableau blanc. Donc c'est un système qui utilise une navigation basée sur des instructions multimodales et des graphes topologiques du bâtiment, où les robots ont été initialement familiarisés avec les espaces par des tours de démonstration. Et donc le modèle qui est utilisé, c'est le VLA, donc Vision Language Action, donc qui permet d'avoir des robots qui comprennent et de réagir, qui comprennent leur environnement et derrière de réagir aussi à cet environnement en se déplaçant par exemple. Donc Google rapporte un taux de succès d'environ 90% sur plus de 50 interactions avec les employés. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a ce genre d'évolution. C'est vrai que la robotique, je pense, est vraiment en train de gagner en facilité d'utilisation, et il va y avoir vraiment des choses intéressantes qui vont se passer avec tout ce qui est lié à la robotique grâce justement aux avancées qu'on est en train de faire dans l'intelligence artificielle, ce qui nous permet un peu de rentrer dans un monde un petit peu de science-fiction où on va avoir des robots qui sont de plus en plus intelligents et surtout qui comprennent le langage naturel. Et il y a beaucoup de sociétés qui sont en train de se lancer sur ce genre de système. Et c'est quelque chose qui pourrait exploser durant les prochaines années. Je crois qu'il y avait une annonce qui avait été faite par le CEO de Nvidia qui expliquait justement que il y avait des chances pour que tout simplement d'ici quelques années, tout le monde ait un robot chez soi pour l'assister sur des tâches, un petit peu comme aujourd'hui l'automobile est là très largement répandue. On pourrait avoir la même chose avec des robots. Et donc c'est vrai qu'on verra si on a des sociétés qui arrivent à mettre en place ces robots humanoïdes capables de bien comprendre et de faire des tâches. C'est quand même des choses qui pourraient être très compliquées à faire, mais en tout cas beaucoup d'entreprises sont sur ce sujet, notamment Tesla. Et donc on verra s'ils arrivent à avoir des bons résultats. Il y avait aussi le Figure Zero, je crois, qui était justement qui travaillait avec OpenAI sur leur modèle de robot.
Ensuite, on a une news qui concerne l'élection de Miss IA, donc on en avait déjà parlé dans un épisode précédent. Et donc, l'élection a finalement abouti, et la gagnante s'appelle Kenza Laili, et c'est une créatrice, c'est une création numérique marocaine plutôt, et elle a remporté le tout premier concours de beauté pour modèle généré par IA. Donc Miss IA a été organisée par les World AI Creator Awards. Le concours visait à démontrer l'évolution des perceptions de la beauté et de la créativité à l'ère de l'intelligence artificielle. Kenza, présentée comme une activiste et influenceuse, portant un hijab et ayant plus de 193 000 abonnés sur Instagram, a été évaluée sur le réalisme, la technologie et l'influence sociale par un jury composé de 2 humains et 2 modèles IA. Elle a gagné un prix de $5 000 et un programme de mentorat en création d'images. Bon, pour l'instant final, c'est très très petit. Je pense que c'est une façon un petit peu aussi de créer le buzz sur ce nouveau concept qu'on a des intelligences artificielles influenceuses. Ça reste quand même impressionnant de voir qu'on a de plus en plus d'IA influenceurs et influenceuses avec des comptes qui dépassent les 100 000 abonnés, qui sont vraiment suivis, et avec aussi à chaque fois des personnes qui suivent ces comptes et qui ne savent pas que c'est des intelligences artificielles qui sont derrière ces comptes. Donc je pense que c'est quelque chose qui va prendre de plus en plus de place. On en parlait déjà dans les tout premiers épisodes du podcast, et on verra comment tout ça pourra évoluer. Mais bon, voilà, je pense qu'après la partie concours, etc., bon, c'est surtout une façon de gérer le marketing, je pense, plus que de réellement essayer de faire un concurrent à un concours comme celui de Miss World ou Miss France. Donc voilà, mais intéressant de voir que tous ces comptes commencent à vraiment gagner en popularité. Et pour avoir jeté un petit coup d'œil aux différents comptes, il y en a certains qui sont vraiment très très impressionnants en termes de réalisme. Je pense que c'est quand même des comptes qui sont gérés par des personnes qui maîtrisent à la fois très bien l'IA générative, mais qui maîtrisent aussi également Photoshop, pour avoir des photos qui puissent être retouchées et être le plus proche possible de ce qu'on pourrait avoir avec une personne réelle. Et enfin, la dernière news concerne un groupe de sénateurs américains qui a introduit un projet de loi qui s'appelle le Copyright Act et qui vise à protéger les œuvres des artistes, auteurs, compositeurs et journalistes contre l'utilisation par les modèles d'IA sans leur consentement. Le projet de loi exige que des entreprises développent des outils d'IA permettent aux utilisateurs d'ajouter des informations sur l'origine du contenu. Ces informations lisibles par machine documenteront l'origine des contenus numériques et empêcheront leurs utilisateurs pour entraîner des modèles d'IA ou générer du contenu par IA. Le projet de loi donne également aux créateurs le droit de poursuivre les plateformes qui utilisent leur contenu sans autorisation ou modifient ces informations d'origine. Le National Institute of Standards and Technology, le NIST, sera chargé de créer des directives pour la détection de contenus synthétiques et le marquage des contenus générés par l'IA. Le Copyright Act bénéficie du soutien de plusieurs groupes d'artistes et syndicats soulignant l'importance de la transparence et de la protection des droits des créateurs dans l'ère numérique. Donc c'est vrai que là c'est un sujet assez compliqué, c'est que aujourd'hui au final énormément d'entreprises d'IA générative, on a de très grosses suspicions sur le fait qu'ils aient utilisé du contenu soumis au copyright. Alors d'un côté ça nous permet d'avoir des intelligences artificielles qui sont hyper performantes, qui ont eu accès à des données de qualité. Alors après, les grosses entreprises, elles arrivent à faire des deals. Il y a eu un deal, par exemple, entre OpenAI et Le Monde pour qu'ils puissent réutiliser leurs informations. Donc c'est vrai que ça permet aux très grosses sociétés d'avoir accès à ces données de qualité, etc. Mais d'un autre côté, ça veut aussi dire que sur la partie petites entreprises ou même le monde de l'open source, on n'aura jamais accès à ces données de qualité si on a des lois qui bloquent complètement l'utilisation de données sous copyright. Et donc pour moi c'est un véritable dilemme entre guillemets, parce que c'est vrai qu'il faut qu'on ait des systèmes pour que les auteurs puissent avoir une certaine rémunération pour leur travail et que ils ne sortent pas à être complètement squeezés de l'équation. Mais d'un autre côté c'est quelque chose qui va pousser des très grosses sociétés à pouvoir répondre à ce genre de besoins et leur donner, entre guillemets, rehausser les barrières à l'entrée pour toutes les autres entreprises. Donc toutes les petites entreprises, tous les projets open source, etc., ils pourront jamais, en fait, suivre ce type de loi. Donc après, c'est vrai que là, c'est une loi américaine, donc faut voir aussi la limite qu'elle a. Peut-être que ce sera quelque chose qui sera possible dans d'autres pays, et ça permettra quand même à d'autres sociétés de pouvoir évoluer sur ce sujet-là. Mais il y a un véritable problème où si on commence à faire des lois très 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 restrictives avec des très grosses amendes ou des très grosses contraintes pour les personnes qui pourraient utiliser l'intelligence artificielle
des données qui pourraient être sous copyright pour entraîner leur IA ou autre, bah on risque de complètement bloquer les nouveaux projets de petites sociétés ou tout simplement tous les projets open source. Et voilà, c'est vrai que c'est un petit peu la grosse question. On a ce gros risque de savoir est-ce que c'est mieux aujourd'hui pour plutôt essayer de pousser la partie droit d'auteur, ou est-ce que c'est mieux d'essayer de quand même donner un petit peu de marge de liberté à tous ces nouveaux projets liés à l'intelligence artificielle, pour pouvoir garder quelque chose d'équilibré et ne pas se retrouver avec uniquement de très grosses entreprises comme Google, comme Amazon, comme Meta, qui vont, elles, pouvoir respecter ce genre de loi, mais avoir derrière des très petites entreprises qui ne pourront tout simplement jamais se lancer dans ce genre de domaine parce que ce sera tout simplement trop compliqué de respecter les lois en vigueur. Donc c'est un petit peu les questions que ça m'amène quand je vois ce genre de sujet. J'en aurais bien fait un petit sujet de la semaine, mais bon, vu que là je voulais faire un épisode un peu plus court, je m'arrêterai ici pour aujourd'hui. Mais voilà, je vous laisse un petit peu réfléchir. J'aimerais vraiment avoir vos retours sur ce sujet-là. Qu'est-ce que vous pensez justement des IA qui utilisent les droits d'auteur? Est-ce que c'est un problème ou pas? Est-ce que quand une intelligence artificielle a été entraînée sur des images et qu'elle régénère une image mais qui est complètement nouvelle au final, est-ce que on ne pourrait pas comparer ça à une personne qui se serait inspirée d'œuvres d'autres personnes pour créer sa propre œuvre? Ou vu que c'est une IA et qu'elle a la capacité de créer des quantités astronomiques de données, est-ce que c'est un usage différent? Je pense que c'est vraiment une question importante à se poser et puis qui va vraiment avoir un impact important sur la suite des choses avec tout ce qui est lié à l'IA générative. Donc je vous laisse un petit peu réfléchir là-dessus. Et sinon, si vous êtes en vacances, profitez bien de vos vacances. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, laisser un petit message sur le compte Instagram tsunami-IA. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles actualités sur l'intelligence artificielle. Allez, ciao!